Donc bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau webinaire de rupture engagée. Effectivement, l'horaire va faire que beaucoup de personnes ne seront pas forcément avec nous, mais bénéficieront du coup de ce replay. Et donc je les salue, j'en profite pour les saluer. Quelques petites règles avant de commencer. Merci de bien laisser votre micro en muet. On fera les questions dans une seconde partie. Donc bien rester en muet. En revanche, je vous invite très fortement à utiliser le chat tout au long de la présentation pour me poser toutes les questions que vous avez et à la fin, je prendrai le temps de répondre à vos questions et on fera ça sous forme aussi de discussion, d'échange. Je vais vous faire une présentation d'environ 30 minutes. Il y aura après 10, 15, 20 minutes de questions selon vos besoins. Donc, n'hésitez pas vraiment à utiliser le chat à bon escient. Le webinaire d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, a trait à l'ISO 20121 sur l'événementiel responsable, avec une petite modification par rapport au webinaire précédent, puisque là, on va beaucoup plus décortiquer le processus d'audit, donc comment se réalise un audit 20121, et également vous prodiguer quelques conseils d'expérience pour mener à bien votre audit du côté de l'entreprise auditée. Donc, je pourrais vous partager mon expérience à cet égard. Petite présentation rapide de Rupture Engagée. On est un cabinet d'audit, conseil et formation en RSE dans l'ouest de la France, donc basé à La Rochelle et Nantes, et on intervient sur tout l'ouest de la France et la région parisienne principalement, avec 4 grands piliers d'action: la sensibilisation des équipes, l'aide à la structuration de vos démarches et politiques RSE, le déploiement des actions et la valorisation au travers de la communication. On est une équipe de 4 personnes, donc moi je suis Vincent Francfort, je suis co-gérant avec Marion Martinez de la structure et j'ai le plaisir d'animer ce midi ce webinaire à vos côtés. Voilà, quelques références clients. On est vraiment présent dans de multiples secteurs, mais avec une forte approche TPE-PME. Et donc, on adapte énormément notre pédagogie et notre discours à la taille d'entreprise qui est avec nous. Quelques petits points pour le sommaire d'aujourd'hui. On va revenir assez rapidement, mais sur l'historique de la norme ISO 20121, histoire de comprendre de quoi on parle, d'où cette norme a émergé et un petit peu son parcours. Assez brièvement, mais avec quelques étapes clés. Ensuite, on verra un petit peu les étapes de l'obtention de la norme ISO 20121. À partir du moment où l'entreprise souhaite se faire labelliser, très bien, comment je m'y prends? Quelles sont les grandes étapes, les grands jalons? Ensuite, on verra comment se déroule l'audit en lui-même, avec l'organisme certificateur et l'auditeur. Et enfin, à la fin, je vous prodiguerai mes conseils, mes points un petit peu clés pour réussir, on va dire, le mieux possible l'audit, avec le moins de stress et avec le plus d'efficacité à la fin. Encore une fois, n'hésitez pas à la moindre question d'utiliser le chat. Qu'est-ce que la norme ISO 221? Alors, petit historique, la norme ISO 221 est parue en juin 2011, avant les JO de Londres, et était destinée à formaliser une feuille de route, un cadre structurant à destination des secteurs événementiels. Événementiel au sens très large. Il faut vraiment entendre cette norme comme à disposition d'un organisateur d'événements, d'un lieu de réception, d'un festival, d'un stade de foot, d'un zénith. Mais si je vais encore plus loin, ça peut être une kermesse des écoles. Donc, c'est vraiment un des premiers points clés de cette norme, c'est qu'elle est assez élastique et va s'adapter à la taille et aux spécificités de votre environnement et à vos besoins. L'idée était véritablement de promouvoir le développement durable dans l'activité événementielle, qui est une activité qui est très carbonée, qui nécessite beaucoup de déplacements de foule. Si on prend les Eurokéennes de Belfort ou bien les Francopholies de La Rochelle, puisqu'on est à La Rochelle, ça draine des dizaines de milliers de personnes, donc il y a de forts impacts en termes sociaux, en termes environnementaux, en termes humains. L'objectif de cette norme, il y a 13 ans, c'était de créer un cadre de référence pour l'événementiel. Je vais distinguer 2 périodes dans le déploiement de l'ISO 20121. Ce que j'appelle la montée en puissance, c'est des années 2015-2016 jusqu'au Covid. Globalement, la norme a connu une progression assez lente, portée principalement par de très gros événements mondiaux, tels que les Jeux Olympiques. On a eu l'Euro 2016 en France et de grosses structures. Je vous ai mis quelques exemples franco-français. L'Orange Vélodrome, donc c'est le stade de l'Olympique de Marseille, les Eurokéennes de Belfort, Roland-Garros, etc. Petit à petit,
la norme a monté en puissance, elle a été de plus en plus demandée, mais plutôt pour des gros événements et par des gros acteurs. La France a été un pays assez moteur sur le sujet et actuellement est toujours le pays avec le plus de certifiés au monde, avec une volonté et des arguments menant à la certification qui étaient plutôt à l'époque pré-Covid de on veut communiquer sur notre certification, on veut se différencier de nos concurrents en soulignant le fait que nous sommes engagés, nous sommes certifiés, et de manière un petit peu parcimonieuse et de temps en temps, réponse à des appels d'offres. L'idée était de se structurer un petit peu sur la RSE, le développement durable, mais c'était très mineur par rapport à l'argument communication, différenciation. La crise Covid est passée par là et l'événementiel a été un des secteurs les plus touchés par cette crise. Évidemment, peu ou pas du tout d'événements, de nombreuses structures touchées et aussi la prise de conscience de la fragilité de certains systèmes. 2 points importants, l'accroissement rapide depuis le déconfinement et donc on va dire 2021 des bandes de certification en France et surtout une approche par les risques de plus en plus importante. Approche par les risques, c'est-à-dire moi en tant qu'organisateur, quels sont mes risques, comment je peux les mitiger et lutter contre. Et donc cette norme fournit un cahier des charges, une approche par les risques et de nombreux éléments qui permettent de mettre en place un système de management robuste. Et ça, c'est vraiment la crise Covid qui a opéré un moment de bascule sur cette prise de conscience pour les clients et les candidats à la certification dans le milieu de l'événementiel. Dorénavant, on est passé de « je veux communiquer, je veux me différencier » à de plus en plus, c'est quasiment une obligation concurrentielle. Pour vous donner une image, on va dire qu'avant la crise Covid, être certifié Vincent 21 était un argument en plus positif. Et de plus en plus de nos jours, on va se retrouver avec l'argument inverse qui est ne pas être certifié dans certains secteurs de l'événementiel va vous différencier, mais en moins bien, parce que vos concurrents seront de plus en plus engagés dans cette démarche de structuration et certifiante. Donc, il y a vraiment eu un changement de paradigme au niveau de la crise Covid et qui a vraiment donné un élan considérable à la norme. J'ai fait ce bref panorama pour vous retracer un petit peu les étapes clés. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir se projeter plus concrètement dans qu'est-ce que ça implique de vouloir obtenir la norme ISO 221 pour une organisation. Globalement, j'ai distingué, vous allez le voir, différentes étapes bien structurées et assez importantes à avoir en tête. La première étape, c'est de comprendre de quoi on parle quand on parle de la norme ISO 221. Donc, c'est l'appropriation, la compréhension des notions clés. Que contient la norme? Comment est-ce qu'elle est chapitrée? Quels sont les thèmes? Quelles sont les exigences de la norme? Quelles sont les notions clés en termes de système de management et ce que ça va impliquer pour votre organisation en termes de changement? Cette compréhension, elle est importante parce que vous soyez confiant dans le fait que vous pouvez internaliser votre démarche et tout faire vous-même, ou bien que vous souhaitiez faire appel à un cabinet pour vous aider, dans les deux cas, la compréhension des notions est très importante pour, derrière, vous les approprier et être autonome. C'est une norme de système de management et une des notions clés de cette norme, c'est l'amélioration continue. Pour améliorer quelque chose, la première brique, c'est de comprendre comment on fonctionne, quelles sont les exigences de la norme et ce qu'on nous demande. Et donc, c'est parfois une étape un petit peu négligée parce que les entreprises se disent que c'est important de se lancer vite, d'avoir rapidement la norme pour pouvoir communiquer. Et au contraire, moi, j'essaie de leur dire, mais soyez patients, prenez le temps de comprendre parce que le temps que vous prenez maintenant dans la compréhension des notions, vous le gagnerez plus tard justement sur la partie déploiement. Alors que si vous mettez la charrue avant les bœufs et que vous avez négligé cette première brique, derrière, vous allez perdre du temps à devoir rattraper ces notions-là. Deuxième point très important est lié au premier, mais le rétro-planning et l'équipe projet. Ce qui est extrêmement important, et là, ça va être très pratico-pratique, mais effectivement, il y a une saisonnalité souvent dans l'événementiel, mais également chez les organismes certificateurs. Donc, c'est extrêmement important, dès le début, de se dire quand est-ce que je veux obtenir ma norme, quel est mon rétro-planning pour le faire de manière sereine, et de découper mon temps de préparation en lien avec la fenêtre de tir de « je veux mon audit en juin 2025 », très bien, je peux commencer maintenant, j'ai 6 mois et demi pour me préparer, pas de problème. En revanche, si je veux être certifié en février 2025,
bon courage. Je vais le dire comme ça. L'idée, c'est que ce rétro-planning va derrière guider votre action dans les prochains mois, de même que l'équipe projet, donc en termes d'organisation interne, va avoir un rôle considérable et ne pas négliger, encore une fois, le rôle de l'équipe projet dans l'organisation et les responsabilités de chacun. Là encore, dans une mission d'accompagnement, c'est le rôle de votre consultant de vous aider à monter cette équipe projet, mais dans le cas où vous fassiez les choses de manière autonome, c'est très important d'avoir cette notion de quel est mon périmètre, qui fait quoi, qui rend compte de quoi, et quelles sont nos échéances. C'est vraiment une étape très importante. Ensuite, toujours, je suis le déploiement de ma norme. Déployer un système de management responsable va impliquer de nombreuses choses. Que ce soit quelque chose de complètement neuf chez vous ou que ce soit quelque chose qui est déjà inhérent à votre activité parce que vous avez d'autres certifications, ISO 9001, ISO 14001 ou autre, peu importe, il va falloir mettre en place un système de management responsable de l'événementiel et ça va impliquer plusieurs étapes. Mettre en place une démarche d'amélioration continue, mettre en œuvre les premières actions, mesurer et suivre au travers les indicateurs la pertinence des actions, l'effectivité des résultats, éventuellement changer un petit peu le cap ou changer les objectifs. Donc là, c'est vraiment les premières modifications au travers de la revue de direction et les audits internes, point important et exigence de la norme, et impliquer les collaborateurs et vos parties prenantes. C'est une étape, et ce sont des étapes particulièrement importantes. Pourquoi? Parce que, on se projette déjà dans la dimension audit, mais surtout, c'est la manière de faire vivre votre norme. Et j'insiste bien sur ce terme, c'est que ça nous arrive de voir des clients, des structures qui vont préparer leur audit une fois par an, un mois avant la date d'audit, qui disent « Ah oui, qu'est-ce qu'on avait donné comme objectif l'année dernière? Où est-ce qu'on en est ?» On nous présente des Excel faits à la dernière minute et on se rend bien compte que dans le discours même de nos interlocuteurs, la démarche n'est pas animée et la démarche est mal vécue parce que, et bien souvent, et je reviens à mon premier point, elle a mal été comprise d'emblée et du coup, elle est négligée. Donc, c'est très important, encore une fois, cette phase de déploiement et d'appropriation des notions et encore une fois, de vivre et de pratiquer la norme, les indicateurs et de faire vivre la démarche. Évidemment, préparation à l'audit de certification et l'audit en lui-même, qui sont les étapes clés. Toujours, ce sur quoi j'insiste, c'est le dialogue. Être en échange avec votre certificateur, être en échange avec votre futur auditeur ou auditrice dans la planification, dans l'organisation de l'audit. L'idée, c'est vraiment, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est d'être transparent et privilégier ce dialogue pour faciliter le travail de l'auditeur dans la compréhension de vos spécificités. La norme, c'est la même pour tout le monde. Donc l'auditeur, que vous soyez 5 personnes ou 500 personnes, il va balayer exactement les mêmes exigences de la norme. En revanche, ce qui va différer potentiellement, c'est son niveau d'exigence sur certains points. Vous pouvez être un tout petit traiteur de 4 personnes ou bien l'organisateur des Jeux Olympiques, il ne va pas passer autant de temps et avoir la même exigence de formalisme et de détail par rapport à la taille de votre structure. Et ce qui est très important dans ce dialogue et cet échange, c'est vraiment de vous dire, plus l'auditeur aura une vision claire de ce que je fais et de comment je le fais, plus derrière l'audit se passera bien, parce qu'il aura bien préparé en amont. Mais je vais y revenir après. Justement, l'audit. Alors, avant de commencer cette partie, petit point important. Tout ce travail de préparation et que j'ai évoqué, c'est vraiment un travail en continu. Quand je dis un travail en continu, c'est-à-dire qu'en fait, votre norme, vos indicateurs, vous allez faire des revues régulières au mois ou au trimestre ou au semestre. L'idée, c'est de faire vivre votre norme, d'impliquer vos parties prenantes lors de vos événements, lors de vos rendez-vous commerciaux, lors de vos appels d'offres, etc. Néanmoins, on ne peut pas le nier pour des organisations. L'audit de certification une fois par an sur 3 ans, c'est un moment fort de l'année. Vous allez vous soumettre à un œil extérieur et il est important de le faire dans les meilleures conditions. Donc, dans cette partie-là, je vais vous présenter vraiment le déroulé d'un audit. Et ensuite, dans la dernière partie, je vous donnerai un petit peu mes conseils et je vous partagerai mon expérience sur le sujet. Il y a toujours systématiquement 4 étapes dans un audit de certification.
Première étape, ce sera l'audit documentaire. Ensuite, l'audit sur site des processus, puis l'audit sur événement, c'est un petit peu particulier, j'y reviendrai, et enfin, la réception du rapport d'audit et la levée des écarts. Les deux premières étapes sont en général les plus simples à comprendre. L'audit documentaire est 100%, 99% des cas réalisés à distance par l'auditeur sur la base de l'envoi de documents de votre part. En général, c'est clé en main, c'est l'auditeur qui va vous envoyer une liste de documents qu'il souhaite consulter en amont de l'audit. Par exemple, votre matrice des parties prenantes, vos matrices de matérialité, votre analyse des risques, votre déclaration de mission et valeurs, etc., etc. Toute une série de documents, une plaquette de l'entreprise. L'objectif de cette partie, il faut bien l'avoir en tête, c'est pour l'auditeur de comprendre votre organisation. Qui fait quoi? Comment vous êtes organisé? Quel est votre cœur de métier? Et encore une fois, c'est important parce que parfois, vous allez avoir des choses de niche, et parfois, vous allez être organisateur de mariage, comme il y en a des centaines en France. Mais vous avez votre ADN propre, vous avez votre organisation propre, vous avez votre secteur géographique d'activité propre, et tout ça, c'est ce que l'auditeur va comprendre et va analyser pendant cette partie d'audit documentaire, ce qu'on appelle l'étape 1. Elle est particulièrement clé parce que lorsqu'il va arriver sur site dans l'étape 2, il faut qu'il ait un maximum de clés en main pour qu'il ait déjà identifié les zones de risque, les points clés sur lesquels il va vous interroger, vous interviewer et aller chercher vos équipes. Potentiellement qu'il ait déjà identifié des points forts et des points perfectibles ou des zones d'ombre qu'il va souhaiter éclaircir avec vous. Donc l'idée, encore une fois, c'est de le guider au mieux et garder cette chose en tête, c'est de vous dire, durant l'étape 1, je lui donne vraiment les clés en main pour comprendre notre organisation. Et derrière, l'étape 2, on va répondre et affiner ses interrogations et ses questions. Donc, vraiment, l'idée, c'est de l'éclairer au mieux. Il vérifiera aussi certains prérequis, tels que l'audit interne et la revue de direction. En général, c'est ce qu'on fait sur cette étape 1 aussi, pour bien vérifier que certaines exigences sont bien validées. L'étape 2, c'est ce que j'appelle le cœur de l'audit. Ça va être l'audit sur site, qui va durer de une journée à plusieurs jours, selon la taille de votre organisation, et qui va se baser principalement sur des interviews. Alors, diverses parties prenantes, entendez parties prenantes par collaborateurs de l'entreprise. Il y aura toujours en général le responsable du système de management, qui peut être le responsable RSE ou le responsable QSE, ou alors parfois, dans des toutes petites structures, en fait, le DG est aussi DRH et aussi responsable qualité, donc avec ses multiples casquettes, et c'est lui ou elle qui s'occupe également de la certification. Globalement, ce sera l'interlocuteur principal. Et en général, en tant qu'auditeur, on va aimer interviewer d'autres personnes, typiquement des chargés de mission, partie RH pour les dimensions sociales, des commerciaux. L'idée, encore une fois, de cette partie, c'est de bien croiser les informations qu'on aura eues d'un point de vue documentaire avec les réponses que vous allez apporter. Donc, retenez ce mot, la cohérence entre ce qui a été lu et ce qui est fait et présenté. Voir également au sein de l'entreprise, si globalement il n'y a qu'une personne qui porte la norme et qui fait tout et les autres sont au courant de rien, aussi cette dimension de communication et de transversalité est bien travaillée. Typiquement, allez voir un commercial, très bien, vous avez un appel d'offres, on vous demande de montrer patte blanche sur les critères RSE et la 2021. Comment est-ce que vous en parlez à un client? L'auditeur prend le rôle du client, très bien, parlez-moi de comment vous me présentez la norme. Quelles sont vos spécificités chez vous? L'idée, c'est vraiment de voir comment vous êtes organisé. Est-ce que c'est connu? Est-ce qu'il y a une bonne communication interne? Et est-ce que c'est efficacement déployé? La troisième étape, évidemment, est une des grandes spécificités de l'ISO 221, c'est ce qu'on appelle l'audit sur événement. Plusieurs particularités que cet audit sur l'événement, je vais y revenir sur le point numéro 4. Première chose, c'est l'audit sur un de vos événements. En général, 90% du temps, l'événement est co-choisi avec votre auditeur. Tout simplement parce que l'idée, c'est qu'il soit relativement rapproché de la date de l'étape 2 pour éviter de multiples déplacements.
mais qui soit aussi représentatif de votre activité. Il vaut toujours mieux aller voir un événement qui vraiment est dans la grosse moyenne de ce que vous faites, plutôt que je reprends mon organisateur de mariage, le tout petit mariage qui ne représente pas tellement, parce qu'en moyenne, vous avez 150 personnes, là, ils sont 30, et ils sont dans une région où vous n'allez jamais, et c'est vraiment l'exception. Donc, l'idée, c'est de valider une date sur un événement qui est probant pour l'auditeur. Et pour lui, donc je descends dans mon entonnoir. Au début, je vais voir du documentaire que je vais vérifier au travers des interviews. Et maintenant, je vais aller voir sur place, durant un événement, si ça se traduit bien par des actes. Par exemple, vous me parlez de tri des déchets avec les 5 flux. Est-ce que c'est effectivement fait? Vous me parlez de mesures de sécurité sur la partie montage de stand. Est-ce qu'effectivement ces mesures de sécurité sont bien mises en place? Vous parlez d'inclusion au public en situation de handicap ou de navette pour maximiser les transports en commun. Est-ce que c'est bien mis en place? Ce sont tout autant d'exemples. C'est généralement la partie de l'audit la plus aimée par les auditeurs et par les audités. Pourquoi? Parce que ça permet de réellement montrer et valoriser vos savoir-faire et vos engagements. Pour un auditeur, c'est génial. C'est vraiment une partie du métier qui est extrêmement intéressante parce qu'on n'est plus le nez dans nos documents ou autour d'une table à interviewer, mais on est vraiment sur le terrain à voir comment vous faites vivre vos engagements et votre manière de pratiquer votre activité. Donc, c'est super intéressant. Petite précision. Beaucoup d'organismes sont assez souples sur l'audit de l'événement. Parfois, ça se combine très mal par rapport à des calendriers et une saisonnalité, et il est régulièrement accepté que l'audit de l'événement puisse être décalé, par exemple, de plusieurs semaines par rapport à l'étape 2, voire même parfois n'ait pas lieu la première année et ait lieu l'année 2 du cycle de certification. C'est important de le savoir parce que souvent, les clients ne le savent pas, ils sont un peu paniqués pour l'organisation et se disent « mais là, on n'a rien » ou « là, ça ne va pas convenir », etc. Il y a une vraie souplesse à garder en tête. Dernier point, évidemment, le rapport d'audit et la levée des écarts. En général, le rapport vous est envoyé sous un mois. C'est une constante. Et il pourra y avoir alors plusieurs éléments. Vous pouvez avoir des observations. Donc, une observation, ce n'est pas du conseil, l'auditeur n'a pas le droit. En revanche, c'est un point qui ne relève pas d'un écart par rapport à la norme, mais qui pourrait être sans doute modifié ou amélioré. Et ensuite, vous pouvez avoir des non-conformités mineures ou majeures. Il n'y a pas de nombre limite. L'idée, c'est une non-conformité mineure va concerner un point entre guillemets secondaire de la norme ou un peu moins important. Et là, vous devrez apporter la preuve du plan d'action que vous allez mettre, donc correctif par rapport à cette non-conformité. Pour une non-conformité majeure, à l'inverse, vous devrez apporter la preuve de la mise en conformité par rapport à la norme. Pas d'inquiétude, j'y reviendrai dans mes conseils. Il est normal d'avoir des non-conformités. La seule clé, c'est comment est-ce que je les utilise pour m'améliorer et comment je réponds à l'auditeur dans les meilleurs délais. Le délai de réponse va varier, mais en général, vous avez quand même un petit peu de temps. Vous allez apporter un maximum d'éléments de preuve, d'actions correctives de mise en conformité. N'oubliez pas que ces non-conformités et ces observations, ils ont une valeur dans votre processus d'amélioration continue. Il ne faut pas le voir comme une sanction. Il faut vraiment le voir comme l'auditeur nous aide à nous améliorer par rapport à notre cahier des charges et la norme, mais par rapport aussi à notre organisation. Donc, c'est jamais panique à bord. L'idée, c'est OK, voilà ce qui a été constaté. Qu'est-ce que je mets en place et comment j'adresse le sujet pour derrière pouvoir progresser. Justement, ce que j'aimerais partager avec vous à présent, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément souvent fait lors des webinaires, c'est un petit peu des conseils. Alors, soit des conseils assez généraux, soit des conseils un peu en off, mais surtout un partage d'expérience de moi, ce que je peux vivre, tant d'un point de vue consultant, mais aussi d'un point de vue auditeur sur la norme, pour obtenir la certification. Premier point, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est ne pas négliger le temps de préparation et surtout ne pas vous précipiter. En général, moi, je recommande 4 à 6 mois de préparation en amont de l'audit de certification pour plusieurs raisons. Le premier point, c'est ne pas travailler dans l'urgence. La plupart du temps, plus on travaille vite, plus on travaille dans l'urgence et plus on va être négligent et passer à côté de choses ou ne pas assez approfondir. Et derrière, notre niveau de connaissance et d'expertise ne sera pas assez élevé et nous rendra moins sûrs de nous. C'est le deuxième point clé, c'est
plus vous vous accordez du temps, plus vous serez rassuré quant à la démarche et quant au déploiement de la démarche et à l'effectivité de vos actions. L'ISO 221, ce n'est pas une norme très compliquée. Elle est très bien écrite, elle est facile à lire, elle est facile à s'approprier. À partir du moment où vous vous impliquez un petit peu et vous vous y accordez un petit peu de temps, ce n'est pas une norme qui est très complexe. Par contre, il y a une constante, c'est les entreprises qui ont le plus d'écart sont celles qui se sont le moins préparées et ont le moins de temps possible. Il n'y a absolument pas de miracle. À l'inverse, une entreprise qui met 4 à 6 mois, très communément, je vois 1 ou 2 écarts. Versus 7, 8, 9, 12, ça peut monter très vite et très haut, parce que souvent, quand on commence à voir que le système est fragile parce qu'il a été préparé à la va-vite, on tire un tout petit peu sur la pelote de laine, et derrière, tout s'écroule. Donc, le premier point, c'est vraiment, prenez votre temps. Il y a rarement d'exigence d'être labellisé très, 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 très vite, d'avoir la norme pour le mois qui suit, etc. Prenez votre temps, allez-y avec sérénité, ça vous permettra vraiment derrière de gagner du temps parce que vous vous saurez approprier les concepts de manière beaucoup plus robuste et derrière, ça se ressentira d'autant plus durant l'audit de certification. Le deuxième point, c'est communiquer. Parlez avec vos équipes. Parlez au sein de votre entreprise. Je parle d'expérience, j'ai déjà vu des équipes en interview qui m'ont dit, en toute franchise, Monsieur Francfort, moi, on m'a parlé de l'audit il y a 3 jours ou la semaine dernière, alors qu'ils se préparent depuis 3, 4, 5, 6 mois. C'est incompréhensible, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment, dès le début, faites-en un projet d'équipe ou d'entreprise. Donc, prenez du temps et prenez du temps pour communiquer et anticiper et faites de l'audit de certification vraiment la carotte pour les équipes et le fait d'avoir la norme, une récompense collective. Idem, vos équipes seront souvent interviewées. Très bien. Que doit-on dire si on est interrogé? Sur quoi mettre l'action? Quoi mettre en avant? Tout ça, en fait, ça se prépare en amont de la réalisation de l'audit. Et l'idée, c'est plus je vous ferai monter en compétence vos équipes, plus ils seront à l'aise dans la communication et la valorisation des engagements. Et j'insiste là-dessus, leur confiance se ressentira le jour J. Moi, je vois des différences énormes en interview avec des collaborateurs très mutiques ou qui bafouillent ou qui réellement ne savent pas de quoi parler, versus des équipes qui ont été briefées, qui ont été impliquées, qui ont été sensibilisées et qui sont extrêmement à l'aise durant l'audit. Et dites-vous bien une chose, c'est que ce ressenti d'auditeur, il est hyper important dans notre vision globale de l'audit et dans notre ressenti global. Le fait de voir des équipes impliquées, une entreprise qui est transparente dans son action et dans sa communication, nous donne un fort sentiment de confiance aussi dans le déploiement et la pérennité de la démarche. Et donc ça, c'est un point qui est très important et que parfois le client néglige en se disant, non mais de toute façon, l'auditeur, il arrive, il va suivre ses petites cases, il va dire conforme, non conforme. C'est pas du tout le cas. C'est vraiment pas du tout le cas et c'est important d'en avoir conscience. Le lien avec le point numéro 3, soyez honnête, sincère et transparent. Là encore, l'auditeur n'est pas un robot, mais ce n'est pas non plus un idiot. C'est-à-dire que, pour le coup, on se sent extrêmement vite, parfois même dès l'audit documentaire, si les choses ont été faites à la va-vite, si on a affaire à du chat GPT ou du copier-coller des démarches de vos concurrents, ça se sent, ça se voit, et en général, ça peut nous braquer dans le sens où on se dit la préparation a été négligée, on nous cache des choses, ou bien la démarche ne semble pas très sincère, et effectivement, quand on échange avec les collaborateurs, on se rend compte que ça a mal été préparé. Il n'y a pas d'organisation parfaite. L'organisation parfaite, c'est celle qui vous profitera le mieux à vous dans la pratique de votre métier. Donc, n'hésitez pas à être transparent sur vos avancées, sur vos difficultés. Expliquer à l'auditeur, voilà, nous, on a entamé notre démarche il y a 6 mois, et voilà tout le travail qu'on a mené. On a conscience qu'il y a encore des choses sur lesquelles on doit progresser. Créez du dialogue. Créez du dialogue avec votre auditeur. Enrichissez et tissez un lien avec lui. C'est très important parce que souvent, ce sera le même auditeur qui vous suivra sur 1, 2, 3 ans. Encore plus dans un premier audit, il est vraiment important de le sensibiliser aussi sur votre volonté de vous inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Et ma dernière phrase est vraiment importante.
Jamais être honnête vous pénalisera. Bien au contraire. En tant qu'auditeur, on va largement préférer voir un audité avec aucune complaisance et étant très honnête dans ce qu'il nous dit et très transparent sur ses difficultés, ses réussites, etc., comparativement à un audité où on aura l'impression qu'on nous cache des choses ou qu'on ne nous dit pas la vérité. Donc vraiment, soyez sincère et transparent, ça paye toujours. Dernier point, enfin, avant-dernier point, essayez de vous mettre à la place de l'auditeur. Quand on arrive et qu'on fait un audit, globalement, notre rôle, c'est de suivre la norme et donc de vérifier que vous respectez les exigences de la norme. La latitude et la marge de manœuvre, elle n'est pas énorme. Il n'y a pas beaucoup d'interprétations possibles, donc il faut vraiment intégrer ça. Quand j'ai intégré ça, je reprends mon premier point sur la préparation et les temps de préparation. En fait, si vous comprenez bien ce que va vous demander l'auditeur et ce qu'il attend de vous, votre travail, il est hyper facile. Il va nécessiter à anticiper les questions, vous approprier les sujets pour à la fois faire en sorte qu'ils résonnent pour vous et qu'ils soient utiles, mais également, et bien sûr, pour que vous répondiez aux exigences de la norme. Réellement, suivez la norme, c'est votre fil rouge, et vous embarquerez l'auditeur très facilement. Et le dernier point, et ça, c'est un point qui n'est pas évident et qui est souvent, je déplore le fait que ce ne soit pas beaucoup plus mis en avant dans les process ISO, c'est faites-vous confiance. Souvenez-vous qu'il y a des structures beaucoup plus petites que la vôtre qui sont certifiées. Il y a des structures beaucoup plus grosses que la vôtre qui sont certifiées, et pourtant c'est des mastodontes et il y a une inertie énorme. Oui, c'est exigeant de s'engager dans un processus de certification. Ça prend du temps, ça vous coûte de l'argent, ça vous prend de l'énergie aussi et c'est loin d'être négligeable. En revanche, ça reste très accessible. Et en fait, si vous reprenez la somme de mes conseils, tout va tourner autour de la confiance en vous. Le fait de prendre le temps en amont va bénéficier à votre confiance en vous parce que vous aurez le temps de vous approprier les sujets. Le fait de décortiquer la norme et de vous mettre à la place de l'auditeur va faciliter votre confiance en vous parce que vous aurez anticipé les questions qu'on va vous poser et les exigences. Il n'y aura pas de surprise en fait. Vous serez en terrain connu et vous serez à l'aise. Idem, le fait d'être transparent. En fait, c'est un cercle vertueux. Avoir confiance en vous fera que vous n'aurez aucune raison ou envie de cacher des choses. Du coup, vous serez d'autant plus transparent, ce qui donnera confiance à l'auditeur. Le fait de voir que l'auditeur vous écoute à confiance et abonde va aussi enrichir votre confiance en vous. Et donc, en fait, ce cercle qui paraît potentiellement tout simple dit comme ça, est en fait particulièrement clé à long terme dans le déploiement et dans la pérennité de votre démarche. Et c'est vraiment le dernier point sur lequel je souhaite insister, c'est vraiment faites-vous confiance et croyez en la pérennité de votre démarche, ça paiera. Nos prochains webinaires seront annoncés bientôt, donc vous pourrez scanner le QR code, mais je vous enverrai la présentation et le replay par la suite. Je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat pour l'instant. Alors, je ne sais pas si j'ai été extraordinairement clair, et dans ces cas-là, évidemment, j'en serais ravi. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dès maintenant. J'ai essayé vraiment, dans le temps imparti, d'être le plus clair possible et de décortiquer les différentes étapes et les différents conseils un petit peu clés pour l'obtention de la norme. Vous avez nos contacts, vous avez notre mail, évidemment, n'hésitez pas. Effectivement, c'est un format où on essaye d'être assez concis, mais il y a beaucoup de choses. Vous aurez le support et le replay. On est à votre disposition si vous avez des questions et si vous avez besoin de plus de détails, évidemment. Merci pour votre présence. Merci à ceux qui le regarderont en replay. Je sais que vous êtes à chaque fois beaucoup plus nombreux en replay, donc j'en profite pour vous saluer et vous remercier pour votre inscription également. S'il n'y a toujours pas de questions, encore une fois, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. J'espère en tout cas que c'était clair pour vous. S'il y a des questions a posteriori, vous me faites un mail ou vous écrivez sur notre adresse générique. On vous répondra dans les 24 heures comme à chaque fois. Merci pour votre présence à tous une nouvelle fois. Je vous souhaite, vu l'heure, un très bon appétit à tous. Et puis, à très bientôt
pour de nouvelles aventures sur l'ISO 20021 et pas que, puisqu'on prépare encore plus de webinaires en 2025, mais on vous tiendra au courant très prochainement. Merci beaucoup encore une fois et à très vite. Merci beaucoup Vincent, c'était très clair. Merci. Merci.